Nous avons été voir Les Chevaliers du Zodiaque au cinéma et nous avons déjà perdu Romuald qui est revenu à l'instant, heureusement. Et nous allons vous découvrir en direct les réactions de chacun. C'est le principe du café multiverse et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans le 72e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve à nouveau avec Romuald et Greg Dyser. Bonjour Romuald. Hello. Salut Et Pierre. comment allez-vous les amis? Romuald, Bien. la Je fin contrôle d'année. toute ma maison, ça va, je suis. Moi je vais comme un mec qui allait voir deux nanars cette semaine au cinéma alors que le nouveau Spider-Man de Spider-Verse est sorti. Voilà. Ouais. J'ai hâte d'aller voir d'autres films. Et moi, Ouais, quitte à choisir. je vis comme quelqu'un qui a été voir Fast and Furious 10, Les Chevaliers du Zodiaque et La Petite Sirène la même semaine. Voilà. On en est là, on paye de notre personne pour faire cette émission. Dans la dernière émission, on parlait de l'âge d'or de Disney pour les années 90. Là, on est un peu dans l'âge du caca d'Hollywood. Et voilà, on va être démonétisé au bout de même pas 2 minutes. Ah, j'ai dit caca, ça Voilà, va, on c'est peut dire bon, caca. c'est bien. Voilà, ma première question. Ah non, qu'est-ce que je fais? On va essayer de faire les choses dans l'ordre. On va d'abord se présenter. Romuald, peux-tu te représenter aux personnes qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît? Eh bien, voilà, j'enseigne la bio la journée, et puis le soir, je m'intéresse un peu à tout ce qui est BD, animation, choses comme ça. Et là, je crois que vous m'avez invité parce que je suis un des rares à avoir le courage d'aller été voir les Chevaliers du Zodiaque au cinéma, puisque j'étais même tout seul dans ma salle quand j'y suis allé. Parce que tu es un ami, parce que tu es un intervenant de qualité. On apprécie toujours de t'avoir dans C'est l'émission. surtout pour ça Voilà. qu'on t'invite. Voilà. C'est la première. Et en plus, c'est vrai que tu fais partie de ceux qui se sont sacrifiés, voilà, à l'image des chevaliers d'Athéna, pour aller voir ce film. Alors, effectivement, on vous dit tout le temps, on connaît pas les avis de chacun, mais bon, euh, voilà, on n'est pas non plus maso, on se connaît assez bien les uns et les autres pour savoir que ça va être une émission compliquée, on vous le cache pas. Voilà, on va devoir parler d'un film voilà, qui est ce qu'il est. Dans une première partie, on va essayer de pas vous divulgacher l'intrigue. Dans une deuxième partie, on va rentrer un peu plus dans les détails. Voilà, Greg Dyser, toi, tu es caricaturiste et auteur de BD, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Donc, je suis auteur de BD et je dois dire que l'animé Saint Seiya, c'est une œuvre fondatrice pour moi. C'est une des œuvres qui m'a donné envie de dessiner. Ça se voit un petit peu sur mon Instagram avec des dessins en armure. Mon personnage Cléo, dont je suis en train de dessiner le deuxième tome, j'ai commencé à lui mettre des petites manchettes, voilà, pourquoi pas des épaulettes à l'avenir. La queue de sirène mécanique, je l'ai toujours pensé un petit peu comme un élément d'armure à la Senseiya. Donc, j'ai pas pu. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vois un désastre arriver, tu peux pas t'empêcher de regarder. Bah là, j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir tout de même. J'étais même allé voir Dragon Ball Evolution au cinéma. Donc là, il fallait que j'aille le voir, ce film également, pour me faire un avis. Voilà, en ce qui me concerne, donc, je suis responsable de communication numérique. J'ai travaillé dans l'événementiel, j'ai fait des concerts, des festivals. Et pareil que toi, ben, c'était la première question que j'allais vous poser, du coup j'y réponds en premier. Saint Seiya, ben, moi c'est quasiment un des animés fondateurs. Alors effectivement, avant il y a eu Cobra, il y a eu Captain Harlock, mais Saint Seiya c'est vraiment celui qui m'a fait tomber amoureux de l'animation japonaise parce que il y a l'action, il y a l'histoire, il y a la mythologie. C'est fantastique. Il y a une musique. Je pense qu'on n'a jamais fait de meilleure bande son pour moi au niveau de l'animation japonaise que ça. Romuald qui hoche la tête, il vous en dira plus après. Mais c'est un animé fondateur. Vraiment après, parce qu'un guide de vie pour moi, quand on voit tout ce qui est dépassement de soi, l'amour de son prochain, etc., c'est vraiment quelque chose pour moi qui est très important. Donc effectivement, allez voir Senseiya. Je voulais juger sur pièce. Je voulais pas faire comme beaucoup de personnes qui jugent sans avoir vu. Moi, je voulais avoir vu pour dire, ben si, il y a ça à défendre, il y a ça qui va pas, il y a ça, etc.
Et effectivement, ça n'a pas été hyper concluant. Romuald, toi, ton rapport à Senseiya? Alors, moi, ça fait partie des dernières séries que j'ai regardées à la télé. Parce que quand ça passait, j'étais au lycée, j'avais passé mon bac pas longtemps après. Et donc, le mercredi, quand ça passait, moi j'étais interne, j'étais bloqué au lycée. Et on avait un club jeu de rôle, des choses comme ça. Et on s'arrêtait pour regarder deux choses, Dragon Ball et Senseiya. Donc vraiment, on l'a vécu en direct avec tout ce que ça impliquait à l'époque sur c'est pas la bonne histoire qu'on pense regarder. Parce que finalement, par rapport à ce que nous avons dit un peu au début, ça a évolué. Puis alors on est parti, mais alors tellement, tellement, tellement loin. Ça fait partie des rares animes dont j'ai le coffret mémorial, j'écoute les musiques très régulièrement. Je regardais, je fais pas toujours des choses forcément super, super officielles, mais ça fait. Là, j'ai les coffrets, j'ai la mémorial box et tout ça. Et quand j'écris mes cours, quand je travaille, quand je sais pas quoi mettre, je mets le memorial box. Comme tu as dit, c'est peut-être les musiques. Voilà, moi, je suis quand même très aussi Dragon Ball et Goldorak pour les mêmes raisons. Mais voilà. Et ensuite, moi, j'ai lu le manga. Je crois que d'ailleurs, c'est un des premiers où j'étais assez vieux pour commencer à m'énerver. Ça s'appelle chez Zodiac, alors c'est Senseiya. C'est un des premiers où j'ai découvert à Lyon, dans les boutiques, le générique d'origine, où je me suis fait passer des cassettes NTSC reconverties par un pote et tout ça. Et puis, j'ai acheté le manga quand il est sorti en France tout de suite. Et jusqu'à la version, tu vois, pour te dire, j'ai sorti la Deluxe là, pour la relire, quoi. Donc, ouais, c'est pareil, c'est finalement assez fondateur, mais la deuxième vague, parce que moi, je suis quand même la génération Goldorak, donc j'étais vieux. Alors, Senseiya, c'est une série donc, qui est un manga, qui a été adapté en animé, qui a eu plusieurs suites, plusieurs spin-offs aussi en manga, en animé, qui a déjà eu des adaptations, une adaptation le live quoi, en 3D, c'est ça, en CGI, Ouais. au Japon, dont on peut déjà parler. Je vois Romuald qui hoche la tête dans tous les sens. Tu veux en dire deux mots peut-être? Bref, j'ai pas un souvenir, moi j'ai un souvenir du téléfilm, parce que j'ai même pas vu la série derrière. Parce qu'en fait, j'ai regardé avec mon fils, elle a dégoûté des Chevaliers du Zodiac. Il n'a pas voulu venir là. Donc j'arrive pas à le reconvertir parce qu'il garde cette image. Mais on en parlera après avec le film. Enfin, en tout cas, j'y retrouve pas ce que moi je cherche, ce que j'ai aimé dans la série d'origine. D'accord. Pour plein de raisons. Voilà. Et toi, Greg, les Ça me fait penser, adaptations? Pierre, tu sais, je voulais ajouter, c'est quand même ce qui a probablement un des grands éléments qui a scellé notre amitié à tous les deux. Parce que rappelle-toi que je collectionnais, j'avais une partie des armures de bronze deuxième génération et chevaliers de Poséidon, les Marinas et les chevaliers d'Asgard. Et toi, tu avais tous les chevaliers d'or chez toi. Et les premières fois qu'on est allé l'un chez l'autre, c'est pour se montrer nos collections. Voilà, c'est ça, c'est notre vie de collectionneur passé. Alors effectivement, moi j'ai pris un petit peu plus de distance par rapport à toutes les collections parce que sinon on n'en finit plus. J'ai Dit-il encore avec ses robots sur quelques petits l'étagère. robots sur les étagères, mais c'est vraiment les derniers. Je pense même pas que j'en rachèterai d'autres parce que voilà, il y a depuis le Covid, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à tout ce qui est collection et on va dire objet. Mais oui, effectivement, Senseiya, il y avait tout ce merchandising qui découlait, qui fait que avec les copains dans la cour, on avait chacun notre petit chevalier parce que ça coûtait hyper cher, donc on n'avait pas. Alors, quand on était jeune à l'époque, on n'avait pas les moyens d'en demander plus d'un ou deux aux parents, quoi. Et on Mhm. se prenait chacun pour être. Si on était Shiryu, on était Seiya, on était Yoga à tour de rôle. Voilà, Ça me permet d'entrer dans le vif du sujet. vas-y. Parce que on avait tous notre petit chevalier, on avait tous notre préféré. Moi, j'étais apparemment le seul de la team Seiya. Il y avait ceux qui préféraient Yoga, il y avait ceux qui Yoga. préféraient Shiryu. Il y avait la complémentarité des couleurs. Il y avait tout un truc qui était pensé comme ça. Et si je peux me permettre de pitcher un peu le film, on a là on a un Seiya, donc je vais mettre la fiche du film avec le casting. On a un Seiya qui est campé par McKenyu, qui fait des combats clandestins dans un club de combat De combat clandestin. dirigé par Cassius. On se croirait un peu au début d'X-Men quand on découvre Wolverine en train de se battre à la sauvette.
Et l'intrigue du film, c'est que Seiya, on lui dit arrête de faire des galipettes, arrête de danser, on veut que tu te battes pour de vrai. Sauf que pendant un combat, Seiya est provoqué très très fort par Cassius, son ennemi juré. Euh, Voilà. qui est censé faire une apparition dans l'intro de Senseiya pour montrer à quel point Seiya est fort. Mais là, c'est pas ça qui se passe. Et donc, Seiya développe une sorte de super pouvoir, il y a un clair en commentaire qui dit Sean, parce que son préféré c'est Sean, donc. Et encore et toujours Cassius. Et donc, il développe une sorte de super pouvoir dont on apprendra quelle est la Cosmo-énergie. Et là, débarque un certain Alman Kido, donc équivalent de Mitsumasa Kido, qui donc vient chercher un Seiya adulte et qui commence à le protéger, dire viens avec moi, suis-moi, ne pose pas de questions, parce que maintenant que tu as développé cette il y a des gens qui vont te tomber dessus, et là il commence à y avoir des avions futuristes qui leur tirent dessus. Qu'est-ce que je peux ajouter de Alors, moi, je vais essayer de passer sur les choses positives parce que ça va être compliqué comme émission, effectivement. Bon, j'ai trouvé que le choix d'acteur de Seiya était réussi. Voilà. Ok. Je trouvais que, voilà, effectivement, le manga, c'est pas dit dans l'animé, mais dans le manga, ils sont censés être très jeunes, ils ont entre 13 et 15 ans. Donc on se doute bien que c'est pas possible de transposer ça à l'écran. Donc ça, moi, j'accepte sans problème. On me présente un Seiya qui a une vingtaine d'années, je dis ok, ça passe. Pareil pour l'actrice qui joue Athéna, mais qui pour le coup ne s'appelle pas Saori, puisqu'il faut savoir qu'en gros, Sienna. il y a Seiya, Cassius et Marine. C'est à peu près les seuls, je crois, de mémoire, qui ont les vrais noms, les noms qu'on retrouve dans l'anime ou dans le manga. Tous les autres ont des noms totalement différents. Alors, je sais pas si c'est pour essayer d'internationaliser, d'américaniser le truc. Et là, je vais commencer déjà à rentrer un petit peu dans les détails. Euh, je comprends qu'on fasse une adaptation, mais à un moment donné, on veut la cible première de ce genre d'adaptation, on va pas se mentir, c'est les fans. Donc, le simple fait de changer tout et d'essayer de trouver une généralité d'un univers de personnages qui sont ni japonais, ni forcément explicitement américains, ni européens, ni grecs, ni tout ce que vous voulez, et d'y rajouter en plus des flingues, des hélicoptères, tout ce que enfin d'autres choses pour essayer d'en faire un film d'action, bah, là vous arrivez tellement loin de l'œuvre originale que le cœur de cible qui sont les fans, ils seront jamais touchés. Donc rien que ça, première étape, elle est ratée au-delà même d'une possible réussite du casting sur les premiers personnages. Tu voulais rebondir là-dessus, Romuald? Ah non, mais moi ça me gêne pas dans l'absolu, si tu veux. Si vraiment tu pars le parti pris de tout changer, mais par exemple, pourquoi, bah toi les noms ils sont à moitié américains, à moitié japonais sur certains. Pourquoi tu changes pas carrément les choses? Et après, moi ça me gêne pas si je sens que la personne l'a fait avec conviction et avec envie. Parce qu'on développera après, moi c'est juste que là, en fait, j'ai l'impression que personne n'était dans le film, à part une personne, c'est Marc Dacascos, quoi. Qui est finalement la grande révélation du film, tu vois. Alors, Ouais. C'est que ouais. pourquoi Marc Dacascos qui joue l'équivalent de Tatsumi, donc ouais. le garde du corps de Sienna, Saori et avant ça de Alman Kido, là qui s'appelle Mylock. Je sais pas si c'est la révélation du film et si au contraire moi j'ai plutôt l'impression que en fait on n'a pas encore parlé du casting mais je me rappelle très bien quand les premières annonces ont été faites, tout tournait autour de la présence dans le film de Famke Janssen, que personnellement j'avais pas trop vu depuis X-Men 3. Et c'était vraiment elle qui était annoncée comme étant il me semble, productrice du film, qui était partie prenante. Et depuis le début, on l'annonce, l'adaptation avec Famke Janssen. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va jouer? Famke Janssen, elle est trop âgée pour jouer Saori. Est-ce qu'elle va jouer Marine derrière le masque? Tu vois, même aux premières images de Marine, je me suis dit, bah c'est ça, Famke Janssen joue ça. Et non, en fait, elle campe une méchante, donc une certaine Gourad. Apparemment, le film est plutôt une adaptation du mauvais animé, hein, c'est ça l'animé d'il y a quelques années là en 3D. Il reprend ça, il reprend aussi la scène d'introduction
Du film, du film en image de synthèse, là, on sent qu'ils vont repiocher, a priori, pas trop le meilleur de ce qui a été fait en Senseiya, mais plutôt de ce qui a pu être adapté ces dernières années. Et moi j'ai l'impression justement quand je vois des gens en casting comme ça, comme Sean Bean, Famke Janssen et Mark Dacascos, qu'on fait rentrer des, des stars du cinéma pour valider le projet, mais alors qu'en fait, justement, Senseiya, c'est censé être des pupilles qui arrivent, des tout jeunes, donc je trouve ils auraient dû axer le casting sur des acteurs jeunes qui démarrent. Alors, moi, je rebondis sur ce que tu as dit, Romuald. J'ai trouvé que l'alchimie entre Seiya et celle qui campe Athéna fonctionnait plutôt bien, pas toujours, mais plutôt bien quand même. Ensuite, Sean Bean, ben, le problème, c'est que quand on met Sean Bean dans un film, c'est un peu un spoiler. Voilà, on sait ce qui va lui arriver. Donc, ça, c'était fait. Et donc, je parlais tout à l'heure des personnages, mais effectivement, quand on commence à gratter et qu'on regarde pas la forme, mais le fond, là, il n'y a plus rien qui va du tout. C'est-à-dire Mhm. il y a tout un état d'esprit. Même si on retrouve des fois des petits morceaux des flashs comme ça où on se dit, bah tiens, il y a quelqu'un qui connaît Senseiya finalement qui a écrit 3 lignes du scénario. Mais sinon, à aucun moment on retrouve l'état d'esprit de ce qu'est le SNCA, de ce que représente finalement le Cosmox, etc. Et on se retrouve juste avec une sorte de X-Men. Voilà, c'était ça. C'est un film des X-Men, une variation. Voilà. Mhm. Mais Alors, vas-y. Vas-y, Yoann. Non, non. vas-y, Mais Romuald. je crois que c'est le problème d'ailleurs, c'est la question que je m'étais posée. Est-ce que le film n'était pas fait pour ceux qui pouvaient connaître à travers Netflix et les séries, tu vois, et pas du tout pour le dessin animé original? Je me posais la question à quel point il avait été diffusé, il était connu, et à quel point le manga était. Voilà. Parce que peut-être que nous, on a cherché quelque chose qui n'a jamais été dans le film, jamais proposé. Mais après, il y a aussi, on pourra en discuter tout à l'heure, je pense qu'il y a. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé le début, il y a plein de choses, ouais, je peux défendre plein de choses. Mais après, il y a des trucs, je me suis demandé où était l'argent, où étaient les moyens, où était l'envie, qui était derrière les caméras, qui était à la compo, tu vois. Et j'avais pas retrouvé ça tout à fait non plus dans les animes avant. Ça manque un peu d'ampleur, quoi. Mhm. Puis après, c'est vrai que aussi. Si j'ai bien compris, je vais vous renvoyer. Alors, ça aurait pu être ma recommandation du jour, Pierre, si tu peux mettre. Et là, la chaîne Nébulaire, voilà, il y a Charnal qui a fait une vidéo dédiée sur Senseiya The Beginning et qui s'est vraiment attardé sur le. À la limite, on n'a pas préparé ça, donc je vous renvoie plutôt à cette vidéo-là sur le making-of du film et comment ça a pu devenir ce que c'est. Et sa théorie globale, il pense que c'est un film qui est comment dire, qui est fait pour le marché américain. Bien entendu, il est pensé comme ça et il est fait comme ça, même s'il a été pour beaucoup produit en Europe avec un casting international. Mais en fait, il montre toute une vidéo sur le fait que finalement le Senseiya est une licence qui n'a jamais marché aux États-Unis. Ça a marché en Amérique du Sud, par exemple, ça a marché beaucoup en Europe aussi, ça marche également en Chine. Et récemment, il y a les vidéos qui sont sorties avec les pilotes du dessin animé qui avait été fait tiré de Senseiya à la mode américaine qui ressemble plus à du Tortue Ninja ou du G.I. Joe. Et là, il pense, enfin, je vous regarderai dans la vidéo, mais il pense que c'est parce que le film a été remanié pour plaire à un public plus américain. Ce qui donne un peu effectivement cette impression de on fait du Senseiya, mais on le fait à la manière dont on sait le faire, c'est-à-dire du film d'action, un peu fauché quand même, avec un peu d'effets spéciaux, et puis voilà, on va dire des ficelles plus blockbuster américain. Alors, sans trop rentrer dans les détails, ni en essayant de pas trop spoiler, mais il faut quand même se dire aussi que c'est un film qui reprend une infime partie du tout début de l'animé ou du manga, puisque on n'y trouve que Seiya, on y trouve Cassius, on y trouve un autre personnage dont je parlerai pas tout de suite, même si c'est spoilé sur le poster du film, et voilà, et un petit peu On y retrouve un dans la certain Néron, bande-annonce. un Voilà, certain c'est un gars Néron. qui s'appelle Néron, voilà, on sait pas pourquoi. Et du coup, bah, on voit pas les autres. Il y a quand même ça qui marche. C'est-à-dire que dans Senseiya, il y a une solidarité qui se construit entre Oui. les 5 chevaliers, parce qu'au début, ils s'aiment pas.
Au début, ils sont même, pour certains, ils sont détestables. Je veux dire, Shiryu, les premiers épisodes, t'as juste envie de lui foutre une claque, quoi. Enfin, voilà. Hum, Et même Seiya, enfin, il est assez pénible. Dans le manga, il est encore plus pénible. Et voilà, il y a quelque chose qui se construit entre les quatre d'abord et ensuite le cinquième qui vient les rejoindre, Ikki, le chevalier du hum, Phénix. Et ça, on le retrouve pas parce que forcément, déjà, il en manque plusieurs. Voilà. hum. Donc, on les voit pas dans le film, D'ailleurs, on ils sait pas manquent pourquoi ils tous. sont là. Oui, ils manquent Ça fait tous, chez on les peut dire. Zodiac, il y en a un. Voilà, il y en a un, c'est C'est Seiya. exactement. C'est ça. Et puis il y a un enjeu qui se construit autour de l'armure du Sagittaire avec le Galaxian Wars, quoi. Ça démarre par un tournoi, hein, Senseiya, ce qui est plutôt original pour un manga finalement, où le tournoi arrive plutôt quand l'audience s'essouffle. Et pour relancer un petit peu l'intérêt. Donc ça démarre par un tournoi et ça démarre par un gros enjeu. Qui va gagner l'armure d'or? Et là, en fait, l'armure d'or, on sait qu'elle est là, on comprend qu'elle est là, mais on la voit difficilement à l'écran. Et effectivement, il n'y a pas cette concurrence, c'est-à-dire il n'y a pas le simple principe de l'équipe qui se crée, parce qu'au départ ils sont les uns contre les autres et puis d'un seul coup ils ont un enjeu ensemble. Voilà, là c'est vraiment Seiya tout seul. Et sur ce que tu disais de l'alchimie qui fonctionne entre Saori ou Sienna et Seiya, moi je trouve que j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. C'est-à-dire que et pour moi tout vient d'un simple principe scénaristique, c'est que Seiya et Sienna et tout le monde d'ailleurs n'ont pas de passif. En fait, ils se rencontrent pour la première fois dans le film. Ils n'ont pas l'enfance, ils n'ont pas l'orphelinat, ils n'ont pas les griefs qu'ils ont pu se construire parce qu'on les a envoyés s'entraîner dans des camps atroces. Et donc ils se rencontrent et puis d'un seul coup ils la traitent de gosse de riche à table. Et puis après en deux phrases finalement il lui fait comprendre que lui il a pas mangé tous les jours et du coup elle commence à s'apitoyer sur son sort. Et c'est rapide, hein. D'ailleurs, le mot n'est jamais prononcé, mais quand on ressent de la part des Chevaliers de Bronze dans Senseiya qu'ils trouvent que ça aurait été une gosse de riche, bah c'est parce que elle vivait dans l'opulence devant eux, qui étaient maltraités quasiment, quoi, devant ses yeux. Donc, il y a un peu plus d'enjeux, d'après Je moi. te vois hocher la tête, Romuald. Non, mais pour moi, en plus, c'est le seul truc qui était intéressant dans la proposition, c'est que là, on Ok. la découvre menacée par le fait elle subit des transformations et des violences. Donc là, ils auraient pu développer ça, jouer un Mhm. peu différent. C'est un apport du film qui est pas mal, finalement. Mhm. Mais ouais, de toute façon, on peut tirer ça jusqu'au bout. Enfin, au niveau narration, enjeu, développement. Là, j'ai l'impression dans le pilote d'une série, tu vois. Ouais. Alors, On s'est tapé 2h30 de film. je te rejoins exactement là-dessus, c'est mon sentiment, c'est-à-dire que finalement ça s'appelle The Beginning, mais c'est beaucoup trop The Beginning parce que ils auraient pu en fait démarrer le film beaucoup plus loin et utiliser Mhm. des flashbacks pour nous faire comprendre la première heure du film, quoi. Et après déjà remonter d'un cran, on va dire, dans les enjeux. Et déjà passer à une étape supérieure pour finir le film, je sais pas, parce que là, en gros, le film s'arrête grosso modo, mais vraiment à la fin des Chevaliers Nord, je vais dire ça, voilà, je vais le dire comme ça, et encore, il manque, comme on dit, les autres chevaliers, donc c'est difficile de faire une comparaison. Mais on aurait pu Mhm. aller, je pense, on aurait pu facilement, dans un film de 2 heures, faire rentrer les Chevaliers d'Argent et se retrouver au pied des 12 maisons, quoi. Je pense que Mhm. ça aurait été possible, quoi. À la révélation du fait qu'il y ait 12 armures et pas une, ça faisait une belle fin de film, tu vois. Voilà. Mhm. Avec Mais l'arrivée ouais. voilà, d'un chevalier d'or. Et pour autant, la scène d'intro, elle divulgue déjà le fait qu'il y ait qu'il y ait plusieurs chevaliers d'or. Donc déjà, ça ne marche pas en fait. Cette scène d'intro qui était la même dans le film, et encore dans le film où il y avait tous les chevaliers d'or à la rigueur, du coup c'était moins une surprise. Mais là il y a un truc. Et encore, moi, pour aller plus loin sur ce que vous dites, je le ressens comme vous. C'est comme un pilote, mais en plus qui aurait la fin de la saison dans les 10 dernières minutes, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le développement, il n'y a pas. Il manque il manque l'intérieur de la saison, quoi. Et je pense qu'en plus, pour les gens qui connaissent pas, la scène d'intro, personne ne la comprend. Ouais, Mhm. bien sûr. Elle était... C'est-à-dire que quand t'es fan, il y a des trucs, c'est vraiment pour les fans. Mhm. Il y a d'autres trucs, c'est balancé comme ça. Je veux dire, même la zone d'entraînement avec Marine, tout ça, il y a des trucs Mhm. super bizarres, des trucs qui flottent. Tu te dis, à un moment, je me suis dit, moi, je pense pas sur un spoil, mais je me suis dit, il y a peut-être euh, le pop et tout ça au-dessus. Mhm. Mais en fait, il n'y a rien. T'en sais rien. Mhm. C'est-à-dire que tu sors du film, t'as vraiment aucune motivation d'aller voir un 2. Surtout que si on part du principe que ça se finit après, effectivement, le sanctuaire,
Et dans le sanctuaire, waouh, il est ramené à une table et un éclairage du plafond, quoi. Hmm. Et puis, il y a une dissonance, je trouve, entre cette scène d'intro où tu vois des chevaliers d'or qui volent en plus, qui ont des super pouvoirs, et puis qui ont des armures qui ressemblent tout de même un petit peu des armures en images de synthèse, qui se rapprochent un petit peu de celles du film en CGI et qui, du coup, qui ressemblent à des vraies armures de Senseiya. Et l'armure un peu fauchée, un peu carton-pâte de Seiya dans l'épisode plus loin. Limite, je les trouve presque pas dans le même registre graphique toutes les deux. C'est un peu ma prochaine question, qui est un peu double, mais qui se rejoint, c'est qu'est-ce que vous avez pensé finalement, d'une part de la réalisation, des effets spéciaux et pour le coup aussi des armures? Greg? Ah bah, les armures, moi, je les trouve catastrophiques. Elles sont, pour moi, elles ressemblent aux armures. Tu sais, à un moment donné, on regardait, je sais pas si tu te rappelles, les Bitoman, hein, tu vois ce que c'était, ce truc qui passait sur Game One. C'était des gars qui se filmaient au caméscope avec des armures en Salutations à carton, Alex quoi. Pilote s'il nous voit un jour. Voilà. Voilà, ça me faisait penser à ces armures-là, même si elles étaient mieux faites, mais honnêtement, il m'arrive de regarder des cosplayers et des cosplayeuses sur YouTube en train de faire leur costume, je trouve ça mieux fichu hein, que ce qui est là à l'écran. Et du point de vue de la réalisation, pour moi, on a un problème aussi, et en même temps, qui est peut-être inhérent aux matériaux d'origine. L'animé, moi, je le trouve génial, et pour autant, c'est des gens qui posent comme ça, face à face, et qui déclenchent leur plus grosse attaque à distance. Il y a quelques phases dans certaines équipes d'animation où ils se donnent on pense notamment à Shiryu et Seiya par moments, qui se donnent des vrais coups, qui se donnent des coups de poing et tout ça. Là, on est dans ils ont pris alors j'ai plus son nom quoi, mais ils ont pris un chorégraphe de film de kung-fu quoi, qui se font des coups de pierre tournés, des trucs comme ça. On n'est pas trop dans le registre du combat habituel de Senseiya quoi. Ouais, mais tu parles de combat, à rigueur. Là, on sort quand même des séries de John Wick, par exemple. Moi, je suis très très fan de John Wick, où au niveau combat, ils sont quand même très créatifs, hein, tu vois. Et dans un registre qui est de l'animation, mais quand tu sors de Spider-Man, de Spider-Verse, où vraiment ils sont d'une créativité à tomber par terre, tu te dis que là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de chef-op, j'ai l'impression qu'il n'y a personne aux effets spéciaux, j'ai l'impression que l'armure, ils l'ont fait grande pour l'animer en CGI, alors que finalement, dans l'animation classique, l'armure, tu as quelques pièces, et ça a très bien fonctionné, comme tu dis, des cosplayers qui font des choses bien. Puis après, tu pouvais même utiliser une aura autour des chevaliers pour cacher le fait que c'était l'image de synthèse, tu vois. Mais c'est-à-dire qu'il il n'y a pas d'argent, et bon, on peut comprendre, mais en plus, je trouve qu'il n'y a pas d'âme. Enfin, les fois où Seiya va utiliser son pouvoir, t'entends monter la musique de fantasy, tu vois, et ça démarre jamais. Il n'y a jamais un moment épique dans le film. Même l'attaque des météores, enfin, je veux dire, c'est un petit spoil, je suis désolé, mais oui, non, mais on s'en doute. il y a un moment, il y a 2 pièces d'armure, quand il va avoir son armure complète, il tombe de l'avion, on voit ni s'ouvrir, ni se mettre et tout, il arrive en armure. Il n'y a aucun effet de transformation qui aurait pu être l'effet waouh, tu vois, une fois. C'est un effet waouh, une fois. Ouais. Et j'ai adoré le début, en plus je me suis dit, bah merde, c'est beau, c'est intéressant, il y a les chevaliers d'or. Au départ, je me dis, merde, je me suis planté, ça va peut-être être bien. Et après, j'ai l'impression, enfin, j'ai vu des films fauchés avec des gars qui avaient vraiment envie, tu vois, de faire quelque chose. Et je te parle même de John Wick, et après, les mecs, ils ont envie de faire de la baston, tu vois. Mais il y a de l'âme, il y a quelque chose. Là, tu as l'impression que personne. Il y a que le mec qui joue Seiya qui est vraiment bien, puis bon, il est musclé, il fait des effets, des arts martiaux et tout. Mais j'ai l'impression que personne n'a envie d'être là. Et le mieux, finalement, c'est Sean Bean dans l'histoire. Parce qu'il le vend pas mal son rôle. Hein. Dacasco, il fait du Dacasco, mais il est bien, mais tu vois. Mais t'as l'impression. J'étais moins choqué quand les gars ils jouaient devant des fonds verts, qu'ils n'étaient pas ensemble et tout, tu vois. Là, enfin. Tu peux pas te souvenir d'un air de musique, tu peux pas te souvenir d'une scène, tu peux pas te souvenir on dira après, mais l'enjeu, enfin tout ça, enfin, voilà. Et alors après les scènes, bon. Puis j'ai un problème, c'est que moi je sors de Spider-Man, donc forcément, quand tout le monde se déchaîne comme ça, tu dis ouais, ok les gars. Il paraît, j'ai vu Mea, qui est une
une vidéaste que j'aime beaucoup, qui a dit bon bah le Spider-Verse, ils ont plié le game, on peut arrêter d'aller en salle, il y aura pas mieux au cinéma, quoi. Voilà. Donc je suppose que ça doit être difficile le comparatif. Oui, alors du coup, je réagis moi par rapport à tout ce qui est réalisation, armure. Effectivement, c'est pas réussi du tout. Il y a un petit essai, bon, t'as légèrement spoilé, mais c'est vraiment pas grave, par rapport au coup de l'armure où on voit que ils ont essayé de faire quelque chose d'intelligent où au début il a pas l'armure complète et après quand tu vas dire qu'il assume son rôle de Pégase, il l'a en version finish. Mais voilà, c'est pas expliqué non plus pourquoi. Enfin, même si ça pourrait être éventuellement dans une suite, mais on s'en fiche parce que là, je veux pas qu'il y ait de suite. C'est pas possible. Comme tu dis, c'est morne, c'est terne. Et ce que tu l'as très bien dit, les seuls moments où ça marche, c'est quand il n'y a pas les effets spéciaux. C'est quand on se concentre sur le personnage parce que justement, c'est ça que je crois qu'ils ont oublié. C'est que Senseiya, c'est avant tout une lutte d'idées et que les effets spéciaux, etc., les météores et compagnie. C'est secondaire. Les gens, d'abord, ils se battent à coups d'idées, à coups d'essayer de convaincre l'autre qui sont dans leur bon droit, qui ont raison sur le sujet. On le retrouve en filigrane dans le film, on en parlera dans la partie spoiler, mais c'est tellement minime que ça passe totalement à côté du sujet, quoi. Sans contexte, Seiya, ils lui ont ajouté une sorte de mantra, parce que Seiya, c'est vrai que c'est le mec qui ne renonce jamais. Dans l'animé, même si tu le mets 50 fois à terre, il va se relever toujours, quoi. Et les autres, ils se disent, mais comment ça se fait, comment ça se fait qu'il se relève toujours? Et là, ils ont essayé d'en faire une sorte de mantra. Je sais plus quelle est exactement la phrase en français qu'il dit, mais il dit quelque chose comme moi, je ne renonce jamais. Et pour moi, ça sonnait tellement comme le I Can Do This All Day du Captain America, quoi, tu vois, que je me suis dit, mais même ça sonne pas vrai, ça sonne pas juste, quoi. Il y a un truc qui me va pas et qui sonne comme une grande révélation à la fin pour lui de, bah oui, puisque je vais me relever parce que je me relève, quoi. Et ouais, bon. Donc en conclusion, Romuald, est-ce qu'il faut aller voir ce film? Est-ce qu'il faut s'infliger ça? Et donc, si on doit le voir, il faut le voir en salle parce que, au moins sur grand écran, le peu qu'il y a, bah, tu prends la mirette. Après, voilà, moi j'arrive au point toujours pareil, c'est-à-dire que quitte à adapter, je préfère que les gens ils aient envie vraiment de l'adapter. Voilà, là je comprends pas que si on aime Senseiya, on ne peut pas aimer ce film. Et après, si on veut voir un film de base, je vois pas l'intérêt de voir celui-là. Enfin, tu vois, aller voir John Wick 4, voilà. Si vous voulez voir de la baston, vous regardez des mecs se battre avec des bagnoles, littéralement, quoi. Avec des chevaux, le 2, enfin. Mon regret à moi, c'est que je trouvais qu'au niveau effets spéciaux, Cosmo Energy, c'était quand même pas si mal intégré, on va dire. Il y a effectivement Charnal il faisait remarquer qu'il y a ce plan où deux chevaliers se font face à face et on voit la constellation derrière. Ça m'a pas paru grossièrement raté. Et je dirais même que quand il s'entraîne avec Marine, il y a une proposition dans le décor de fond avec ces colonnes qui sont à moitié brisées et les débris qui sont en suspension au-dessus de la colonne, qui se cassent, qui reviennent avec la statue d'Athéna. Ça pouvait être très raté et là on a une espèce de statue géante à moitié brisée avec les débris en suspension. Même si ça fait un peu made painting parce qu'on la voit pas de côté, on la voit surtout de face, c'est toujours la même. J'ai trouvé qu'au niveau DA, au niveau direction artistique, il y avait tout de même des propositions que ça aurait pu être fait. Et je pense pas, je le ressens pas comme un film sans âme, je le ressens plus comme un film fauché. Et pour moi, scénaristiquement, semble-t-il qu'il a été beaucoup réécrit. C'est le fait qu'il rencontre son entraîneur, donc Marine, avec laquelle il est censé avoir normalement une relation importante de l'enfance, quoi. C'est-à-dire que c'était son mentor. Là, il passe un quart d'heure avec elle. Ça peut pas marcher, ça marchera jamais. Et j'imagine pas dans une suite qu'on revoit Marine en songe comme ça, qui lui dit réveille-toi, c'est hier, rappelle-toi, parce que là, il l'a croisé un quart d'heure. C'est anecdotique, tout est anecdotique. C'est des jours et des jours quand même dans le film. Ouais, bon. Je voulais dire un quart d'heure de film, quoi. Mais voilà. Et sans transition, je vous propose de passer à la partie spoiler. Je sais pas par où commencer, tellement il y a de choses à dire. J'ai mal à mon T'as Seiya, mal à moi. ton Seiya. Ouais, voilà.
Mais il y a tellement de choses qui auraient pu être bien. C'est-à-dire on a deux méchants, parce qu'en fait, ils sont tous les deux méchants, qui ont une vision de pourquoi ils font les choses. Il y en a un, il veut sauver sa femme, elle veut sauver le monde. Voilà, et ils ont Mhm. fait des choses pas bien. Et ça, c'est dit dans le film, mais c'est vraiment pas dit fort, on a l'impression, pour pas choquer tout le monde, hein, parce qu'ils ont quand même kidnappé des gens, ils leur ont volé leur cosmos, machin, etc. Ça aurait Tués, ils pu, ont tué plein de gens, plein d'enfants. ouais, 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 ça aurait pu fonctionner, tu vois. Et Mhm. là, tu te dis, mais et là, je vais refaire ce que j'ai fait dans l'émission d'avant sur la petite sirène. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont loupé? Parce que là, les orphelins, ils les avaient, ils auraient pu les garder quelque part. Ils auraient pu les avoir prisonniers. On aurait pu avoir notre Shiryu, notre Yoga et notre Iki qui étaient là, qui leur en voulaient. Et on aurait pu avoir notre Seiya d'ailleurs qui aurait été là ou qui à la recherche de sa sœur. Il y aurait plein de choses qui auraient pu faire. Mais ça n'a pas été fait. Ils sont partis sur d'autres choses, sur une armée avec des gars qui veulent se. Et puis on sait plus trop ce qu'elle veut faire là. Celle qui est. Comment elle s'appelle déjà? Gourad. Ah, Oui, ben, Gourad. Parce que elle veut. Finalement, ils avaient kidnappé les enfants pour qu'elle se refasse le bras. Mais non, en fait, c'était pour faire des armures bioniques. Mais non, en fait, c'est pour sauver le monde. Mais à un moment donné, enfin, décide-toi, c'est quoi ta vraie motivation? Enfin, c'est écrit, t'as fait un scénario ou pas? Enfin, il y a un problème. Et puis à la fin, l'autre, il se sacrifie inutilement. On savait que t'allais mourir de toute façon. Mais voilà, enfin, tu t'aurais dû payer pour tes Il se, crimes. Enfin, il se fait exploser dans l'immeuble complètement inutilement parce qu'il Totalement. leur dit je vais vous sauver grâce à ça. Et au lieu de ça, l'immeuble explose et il n'y a personne qui est soufflé quasiment il a par le quasiment tué sa souffle. fille, hein. Elle se prend toute l'onde de Oui, choc. oui. Bon. Mais ouais, enfin, bref, Et c'était. Voilà, ça, Il y a Cassius qui nous veulent nous montrer comme le gros antagoniste du film qui se fait one shot à partir du moment où il a son Ouais, armure et que non. finalement bah, l'antagoniste c'est pas lui, c'est le Iki qui est pas Iki mais qui est le Phénix quand même. Ça aurait pu être ils la ont bonne gardé idée, ça, tu le. vois, que ça soit Sur, pas Iki qui après récupère, mais sur Cassios, ils ont gardé la pire idée de l'animé. Alors, ouais, on va j'allais dire, dire pareil. c'est quasi de l'animé du deuxième animé. C'est quasiment une vertu Non, de ce film. C'est que je m'étais arrêté au milieu de l'épisode 4 de l'animé. Du coup, je me suis dit, bon, en fait, est-ce que c'est ça? Est-ce que chaque nouvelle itération de Senseiya va me donner envie de regarder celle d'avant et d'aller au bout de celle d'avant? Parce que quand même, c'était pas si grave et pas si mal. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que j'étais en plein juste avant les chevaliers noirs, qui ne sont pas des chevaliers noirs, mais juste des espèces de mutants provoqués à base de cosmo-énergie récupérée. Mais quelle idée! Donc il y avait déjà Cassius effectivement qui devenait un chevalier noir. C'était pas les espèces de doubles maléfiques des chevaliers de bronze. Et même sur ouais, franchement, l'écriture, pardon, Roméo, non, non, mais je j'allais dire, commence. ça t'a pas rappelé. Vas-y. Ah bah, pardon. Non, vas-y, vas-y. J'allais dire, ça t'a pas rappelé les Chevaliers Mécaniques de la première série, qui Si était si quand même la si, mais pire c'est idée. ça. C'est entre un mix entre les chevaliers noirs et les chevaliers d'acier, quoi. C'est ça. Ils ont Les fait Chevaliers les d'Acier, chevaliers c'est un d'acier peu. méchants. Voilà. Mais Mais ça marche pas dans le scénario parce qu'en plus le Non, non. cosmos, enfin il l'explique en plus bien dans le film ce qu'est le cosmos, elle le dit Marine. Elle le dit, c'est une énergie qu'on a sur chacun de nous. Donc en fait tu peux l'extraire de n'importe qui. Alors peut-être qu'il y en a qui en ont plus que d'autres. Bon, ça reste à déterminer le pourquoi du comment, mais ça fonctionne pas du coup puisque le cosmos il est en chacun de nous. Puisqu'en gros c'est, on va dire, pour le transposer à d'autres franchises, c'est la force, c'est le pouvoir de la vie, de la volonté, etc. C'est ça la cosmo-énergie. Mhm. Et d'ailleurs, c'est ça la base de Senseiya. Le cosmos, c'est la volonté. La volonté de vivre, la volonté d'avancer. Et c'est pour ça que Seiya est si fort. Il n'est pas fort, il n'est pas puissant. Il a une volonté qui est intangible, qui peut faire vaciller les dieux. Et c'est ça qui n'est pas du tout représenté à aucun moment dans ce film. Ce que je cherchais mon anneau Green Lantern, tu vois, c'est la version de Green Lantern de volonté. Mais il y a même pire que ça si tu vas par là, parce qu'on t'explique jamais comment ils ont utilisé l'armure d'or pour sauver la fille. Parce que finalement, ils en ont fait des bras, ok. Et quand tu dois drainer de l'énergie, tu sais, les bons vampires, ce qu'ils font, c'est qu'ils bouffent pas la victime, ils la gardent. Parce qu'ils auraient très bien pu avoir tout un cheptel d'enfants dont ils volaient la cosmo-énergie par petites doses, et tu aurais eu comme ça t'aurais eu les chevaliers d'Athéna, quoi. Oui, non, mais Euh, scénaristiquement, c'est vide. Et dès qu'on commence à gratter, il y a tout qui part, il y a tout qui s'écaille et il reste plus rien, quoi. Et puis, et le, la vraie menace du film, et moi je sais pas si c'est. Enfin, tu disais que ça avait l'air d'être une bonne idée, Romuald. Moi je suis pas sûr
Enfin, c'est nouveau, certes, le fait que Sienna devienne Athéna, la déesse de la guerre, et que du coup, c'est elle la méchante du film, quoi. C'est pas ça que je disais. Non, mais ça devient la menace du film. Alors, je sais plus si on l'a déjà évoqué, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était pas forcément une bonne idée, et surtout, ça conduit à ce dénouement qui ressemble pour moi trait pour trait à la fin de X-Men 3, c'est-à-dire Wolverine qui s'approche. Ça fait d'autant plus écho que Famke Janssen est présente et productrice du film. Et en fait, Seiya avance avec son armure qui se détériore et il faut qu'il arrive jusqu'à une espèce de phénix en suspension dans l'air comme ça et qui va tout détruire si on l'arrête pas. Et avec en plus le message qui nous était délivré un peu plus tôt par son père d'adoption et de dire non mais c'est pas que tu connais Athéna, c'est pas que la déesse de la guerre, c'est la déesse de la guerre et de la sagesse, et limite à demi-mot il sauve le monde comme ça en lui disant ah non mais t'es aussi la déesse de la sagesse en C'est dit fait. plusieurs fois dans le film, Ouais. Et waouh. Et Non, oui. oui, je disais, il y a quand même du coup une scène moi qui fonctionne bien, c'est quand la mère adoptive, en tout cas, va vers elle et en lui disant, écoute, je suis désolé, en gros, faut que je te tue pour sauver le monde. Cette scène-là, elle marche bien. Là, on est dans l'esprit Senseiya, on est dans l'esprit du sacrifice. On explique pourquoi on a un personnage torturé qui doit faire un truc qu'elle regrette, mais pour lequel elle sait qu'elle n'a aucun choix, qu'elle n'a pas d'autre alternative, parce que selon elle, à cause de ses visions, à cause du pouvoir qu'elle ressent déjà en elle en ayant eu du cosmos, elle sait que ça va être la fin du monde si elle fait pas ça. Donc elle le fait à contre-cœur. Athéna accepte d'ailleurs même son destin en lui disant j'espère que ça va pas faire mal. Et on se rend compte, c'est après que ça fait affreusement mal d'ailleurs. Elle lui répond, je sais pas. Non, moi l'idée que j'avais, c'est qu'on aurait très bien pu utiliser Néron finalement, parce que Néron, il veut drainer Athéna, et je me suis dit à un moment, Néron va se révéler être le bras armé du vrai méchant du film, qui essaie de neutraliser Athéna Oui. pour pouvoir se débarrasser des... Voilà. C'est ça que je disais qui aurait pu être la bonne idée. Bah c'est qu'on nous montre sous-entendu tout le d'ailleurs dans le truc. truc, oui. Bah ouais, mais et donc, s'il mourait ou quelque chose, ça aurait pu être récupéré, ou que Mickey, il bascule un petit peu. Mais t'en sais même rien finalement. Parce J'ai que l'impression, on ne sort jamais de personne, t'as pas une ombre, t'aurais pu voir. Rien ne te laisse penser qu'il y a quelqu'un derrière Néron, quoi. J'ai l'impression que, en fait, c'est pour ça qu'ils ont appelé Néron pas Iki. C'était pour que personne se doute que du fait qu'il se soit le chevalier du Phénix. Donc je pense pas qu'il y a C'est juste de le mec Iki qui a dans cramé l'histoire. toute une ville. Et ce qui me surprend effectivement, c'est qu'il y a pas de, comment dire, il n'y a pas de méchant derrière. C'est-à-dire que s'ils avaient vraiment voulu, et on dirait que eux-mêmes ils abdiquent en fait et qu'ils vont pas faire de suite parce qu'il semble-t-il qu'au départ ils ont signé 3 films, mais pour moi il manquait tout de même une scène de fin comme ils ont fait, même si c'était pas tout à fait génial dans Alita Battle Angel. On sait qu'il y a le docteur qui attend dans la cité à Zalem. Là il n'y a pas de couche par-dessus, alors que pourtant on voit dans la scène d'intro les Chevaliers d'Or, le Chevalier des Gémeaux, il y avait de quoi faire, mais ça n'y est pas. Puis Marine est bien présenté comme un chevalier d'argent, donc en fait, il y avait plein de choses qu'on aurait pu développer, quoi. Pour ça, je te disais, pour moi, il n'y a pas d'âme un peu non plus. C'est que j'ai l'impression qu'ils ont fini le film et qu'ils se laissent jamais une porte pour faire une suite. Il n'y a rien qui te laisse penser que ça peut s'arrêter là et basta, quoi. Alors, je Et reviens ce au sera pas personnage de sérieux. Néron. Moi, je pense que c'est quand même Iki, ne serait-ce que parce que, au petit détail qu'il a, il y a une boucle d'oreille en forme Ouais. de chaîne, en De chaîne fait. d'Andromède. Ouais, de chaîne Tout à fait. d'Andromède qui laisse sous-entendre qu'il a peut-être un frère, une sœur, hein, voilà, pour le coup. Et voilà. Et tu parlais tout à l'heure, Greg, je veux faire une petite parenthèse là-dessus, de la série animée de Crunchyroll. Moi, je veux quand même la défendre parce que autant la première saison est absolument catastrophique, pratiquement à la hauteur de ce film, avec ne serait-ce que les plaques d'égout qui parlent. Mais la deuxième saison, elle a vraiment corrigé le tir énormément. Donc, bon, je sais pas si un deuxième film peut corriger le tir, mais jusque-là, c'est vraiment un raté. Voilà. Pour moi, c'est un raté jusqu'ici. Anne-Claire, en commentaire, a dit ce qui est fou, c'est qu'ils ont américanisé une licence pour le public des USA, et au final, ils ont un produit qui déplaît aux connaisseurs et qui n'attire pas le public de destination, et fonctionne uniquement en Amérique latine. Et cela ne sauve pas les meubles. Puis ça ferme 80% du marché qui a arrêté le Havre, quoi. Oui, c'est ça. Parce que Et là, comme franchement, toi, je suis dans catimini. Hein.
comme toi, Romuald, hein. Nous, on était deux dans la salle, mais c'est parce que je suis venu accompagner. Moi, je suis au JC, là, qui a un immense complexe, et la salle où il y a 50 places, tu vois. Mhm. C'est-à-dire qu'en plus, il n'est pas diffusé, le retour était affreux avant, il y a plein de gens qui y Ouais. sont allés pour juger sur pièce, tu vois. Je suis allé le voir avec mon fils et en deuxième semaine, il n'y avait plus que 20h50 le soir. Il n'y avait pas de séance en journée, il n'y avait Voilà. rien du tout. Et lui, il en a pensé de quoi, ton fils? Il a pas arrêté de dire c'est n'importe quoi. Il a Rappelle pas son arrêté de âge quand dire. même pour nos auditeurs. Il a 10 ans. Ouais, il a 10 ans. Il a 10 ans. Il a dit les armures sont nulles. Il a dit c'est pas du tout. Ils ont pas du tout respecté. Il a dit, je cite. Alors, tu vas me dire, il a déjà regardé l'émission, donc peut-être qu'il y a des trucs des phrases toutes faites qui lui reviennent. Il a dit, ça respecte pas du tout le matériel d'origine. Voilà. Sachant que c'est un connaisseur parce que lui, il a lu le manga, il a lu Lost Canva, il a lu aussi Next Dimension, donc il est calé. Voilà. Voilà. Et moi, je terminerai là-dessus pour la partie spoiler et pour cette émission par rapport à Senseiya, enfin, au Chevalier du Zodiaque, pardon. Euh, c'est pareil, Athéna, je la trouvais crédible jusqu'à ce qu'elle ait les cheveux violets, qu'elle ait cette Jusqu'à horrible ce qu'elle ait une perruque. qui ne ressemble à rien, qui ne lui va pas du tout. Et c'est là, je fais le relais avec l'émission précédente sur la petite sirène, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui fonctionnent en animation, qui ne fonctionnent pas dans les films. Donc il faut pas le faire pour essayer de faire plaisir aux films et aux fans et cocher une case. Ça ne fonctionne pas. Il faut. Ils ont tellement pris leur distance par rapport au matériel original que s'il était resté blonde ou brune ou rousse ou n'importe quoi, ça, c'était bon. Mais Il y avait là, des mèches il y avant. avait, oui, il y avait les mèches, d'accord, mais Ça le passait. problème c'est que quand elle a sa perruque, enfin, Ah, quand c'est puis là, ils c'est sont affreux. violets, ça fait dégueulasse, ça fait. Ouais. J'ai une photo de moi où je porte une perruque violette, j'avais plus de classe que ça quand même. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a un truc il y a une sorte de dissonance, un truc qui me gêne vraiment. C'est comme quand je disais le film avec Edward Norton, Hulk, où en fait il y a une coupe de cheveux et puis il mute et il a plus du tout la même apparence. Et là, en fait, elle a des cheveux ondulés d'une certaine longueur et qui deviennent violets, c'est une chose. Mais d'un seul coup, elle a une frange et d'un seul coup, elle a les cheveux beaucoup plus longs. Donc c'est ça qui marche pas. Il aurait fallu qu'elle ait la même perruque blonde et puis qu'elle termine avec cette perruque violette à la rigueur. Et voilà. Au début, donc, il montre, elle a des mèches violettes quand même au milieu de ses cheveux blonds. Il y a. C'est bizarre en fait. C'est vraiment étonnant d'avoir fait ça. C'est lié au cosmos, hein. À chaque fois que son cosmos s'allume, elle a des mèches de plus. Ouais, Ouais, c'est bah, vrai. ça, j'avais bien compris le principe. Et comme dit Greg, le fait que la coupe de cheveux change, etc. Enfin, on pinaille sur des détails, mais en fait, c'est que ça finalement le film. Il y a que des détails comme ça qui clochent et qui nous Mm. sortent sans arrêt du film et de l'intrigue et pour le peu qu'elle existait. Et à aucun moment on arrive à y croire, à aucun moment on sent du Senseiya, à aucun moment Mm. on a peur pour les protagonistes, à aucun moment il y a d'émotions. Et moi, je vais en refinir d'ailleurs, je vais dire une autre chose. Je crois que le film s'est terminé pour moi au moment où euh, Seiya est entraîné par Marine. Elle lui dit casse ce caillou. Ok? Donc il n'y arrive pas au début, il s'entraîne, machin. Et une fois, il arrive, il tape dessus, paf, il le réduit en miettes. Et il se passe rien. Il n'y a pas un effet de lumière, il n'y a pas une musique épique, il n'y a rien. C'est nul, alors que c'est une scène mémorable dans l'animé où là où il prend toute Oui. la puissance enfin, tout son potentiel, puisqu'il il ne casse pas seulement la pierre, mais il casse Oui. aussi le gros rocher qu'il y a sous la pierre. Et là, on se dit, bah Ça, merde, ça y est, la il est arrivé, colonne voilà. et ça fait un gouffre et même Marine elle se fait exploser, elle se fait éjecter en même temps. Voilà, il y a un truc. Il vise casser un caillou et il fait un cratère. Voilà, ben là effectivement il n'y a pas ça dans le film. Je suis bien d'accord. Voilà, et c'est là que pour moi, le film est mort. Voilà, tout simplement. Et l'être le plus puissant du film, c'est Mylock, c'est Tatsumi, parce que lui, il arrive à battre des chevaliers noirs avec un pistolet. Et une Voilà. matraque. Et une matraque, et lui, et il est poseur en plus. C'est-à-dire qu'il se comporte comme devrait se comporter un Shiryu du début ou un Yoga du début. Donc c'est bien ce que je dis. C'est les enjeux des protagonistes sont à la hauteur de leur filmo, pas à la hauteur du personnage qu'ils devraient incarner. Voilà. Ah non, mais de toute façon. Mais c'est ça, ça manque d'ampleur. Quand je dis ça manque d'âme, c'est l'ampleur, tu vois. C'est-à-dire que quand il casse le caillou, on serait attendu vraiment à voir apparaître le Pégase, la musique, l'explosion. Enfin, il n'y a La jamais mu- un moment où tu te dis, waouh,
La Et tu vois, on musique, parlait c'est des un combats. grave problème, hein. C'est Ah, un mais grave problème qui est pas que Senseiya, hein, c'est tout, hein. Moi, toutes les adaptations de Senseiya, pour moi, sont ratées parce qu'il n'y a pas cette âme. Bon, on va pas ressusciter Seiji Yokoyama, mais à chaque fois, ils remettent Pegasus Fantasy dans le générique, où là, il y a une espèce d'intro de Pegasus Fantasy quand il saute de l'hélicoptère. Et encore une fois, j'ai repensé à Hulk, où je me disais, mais ils vont le jeter de l'hélicoptère comme Hulk, et c'est quoi l'idée qu'est-ce qu'il nous montre, en fait, encore une fois? Et il n'y a jamais de thème mémorable, quoi. Enfin, moi, je repense tous les films qui m'ont fait vibrer enfant, les Star Wars, les Indiana Jones, les Retour vers le futur. Superman, Retour vers le futur. Il y a la musique. Où est la musique, quoi? Je sais pas. Je comprends pas, en fait. Lord Baff qui avait fait la musique de Donjons et Dragons, qui fait d'autres séries, toi, il aurait été exceptionnel là-dessus. Mais tu gênes Seiya d'un hélicoptère, tu vois, il arrive en armure au sol, t'as tout l'occasion de lui faire déployer des ailes, d'avoir un effet visuel, toi, Seiya, quoi. Et t'as juste le mec qui arrive, enfin, en plus, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une bonne idée, ils la prennent pas. Mhm. Là, j'ai l'impression qu'on a, parce que peut-être la réécriture, mais t'as le point de départ, t'as le point d'arrivée, et entre les deux, on m'a coupé toute la dramaturgie, toute la dramatique de l'histoire, quoi. Mhm. Parce que j'en ai vu, moi, même des films japonais avec peu de moyens, mais ça peut marcher s'il y a un petit peu d'amour, d'ambition, tu vois. Mais effectivement, la musique, ça reste un énorme problème. Je pense que la barre était mise aussi tellement haut par l'animé original de Senseiya que, voilà, à un moment donné, je sais pas comment on peut faire. Tu reprends les thèmes. Est-ce qu'on reprend les thèmes, on le donne à Ah, quelqu'un, ou est-ce qu'on reprend directement les musiques originales? Ils en ont fait tellement, et on se dit, bon, bah tant pis, il faut qu'on le fasse parce que c'est une telle signature de l'âme du truc, tu peux pas faire. Je suis sûr qu'on va voir dans les mois prochains des gens qui vont prendre le film Senseiya, qui vont y coller les musiques d'origine sur des scènes, et ils vont dire, regardez, ça marche là, regardez. Et j'en suis persuadé. on aurait pu faire un montage électro qui aurait marché au niveau de la musique, hein. Il y a des choses. Moi, j'écoute beaucoup, je reviens à la musique de John Wick, quand même particulière, tu vois. Mais tu as des gens qui savent composer des thèmes, qui savent faire des choses. Donjons et Dragons, la musique, elle est quand même très sympathique, tu vois. Mm. Là, enfin, vous vous souvenez d'un thème du film, vous? À part les 3 notes jouées par David Guetta avec 2 doigts de Fantasy, là. J'ai senti à un moment donné il y avait deux, trois passages, c'était bref, hein, une dizaine de secondes où il commençait à y avoir des cuivres, des choses comme ça, où il se me dit, tiens, là, ils essaient de pousser, mais jamais ils arrivent à passer à plafond de verre, quoi. Mhm. Mhm. Ouais, et puis après, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, Pierre, et ce sera sans doute ma conclusion du jour, c'est le matériau d'origine n'est tout simplement peut-être pas adaptable. Et quand tu regardes, ne serait-ce que les coiffures, parce que là on parle des armures, mais quand tu regardes les coiffures très volumineuses comme dans les animés, quelque part il y a eu un peu ça quand Final Fantasy a pris le Final Fantasy VII est devenu Advent Children le film. À un moment donné, les longues mèches de Sephiroth comme ça, ou bien la coiffure de Cloud, dès lors que tu veux transcrire ça en vrais cheveux, ça coince un petit peu. Et donc, effectivement, on imaginerait mal des acteurs affublés de grandes perruques, et encore, puisqu'ils l'ont fait quand même pour Athéna. Là, on se retrouve avec un Seiya avec la raie au milieu, et en face, un Néron, pareil, je sais pas comment dire, avec une coupe de très moderne, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire le deuil, c'est ce qu'on disait, j'en reviens encore à l'émission d'avant, mais c'est la même problématique qu'on retrouve, mais inversée. C'est-à-dire qu'autant la petite sirène, ils essaient de faire du plan pour plan et ça fonctionne pas, autant là, ils s'éloignent du matériel original, et seulement quand ils y reviennent, bah, c'est là que ça fonctionne encore moins, parce que justement, le matériel original ne se prête pas du tout au film, donc on fait son deuil de l'animé, on propose quelque chose de nouveau. Mais là, de toute façon, la problématique, elle est ailleurs. Elle est sur le scénario, elle est sur l'envie, comme disait Romuald. Et voilà. Et toi, Romuald, ton mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, c'est que je pense que c'est tout à fait adaptable. Mais comme tu l'as dit, si tu comprends que Senseiya, c'est les personnages, le message qu'il envoie. Et après, la coupe de cheveux, l'armure, tout ça, c'est du détail. On aurait pu faire quelque chose de différent. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle le lore, mais l'essence. C'est-à-dire que le matériau d'origine, il y a une essence, il y a des personnages avec une volonté. Et quand on adapte, comme avec les super-héros, c'est ça qu'il faut conserver. Tu peux changer plein de trucs tant que tu gardes ce qui nous a fait vibrer, nous, je pense. Parce que si ça nous a fait vibrer, pourquoi ça ne ferait pas vibrer d'autres générations, même si c'est présenté différemment? Je vais en revenir encore, mais vous verrez.
je pense que là, on est tous très fans de Spider-Man, tu vois, maintenant. Hmm. Eh ben, Et ils ont écoute, gardé plein de choses du Spider-Man. Il y a Anne-Claire aussi en commentaire pour sa conclusion qui dit: «Je le redis, mais ils n'apprennent pas de leurs erreurs quand je pense à l'adaptation de Macross en Robotech avec une suite Made in USA qui n'a pas fonctionné, c'était prévisible». Et c'est vrai que peut-être que ce film, il est symptomatique d'une appropriation. C'est-à-dire que quand on regarde le pilote des Chevaliers du Zodiaque en animé, quand on regarde des adaptations, en fait, aux États-Unis, ou même, je repense à la Total, par exemple, Total Recall, même si la Total Recall c'était une bonne réussite, mais on dirait qu'ils peuvent pas se contenter de consommer ou d'observer quelque chose qui a été fait ailleurs. Il faut absolument qu'ils refassent à leur manière et avec leurs ingrédients à eux. Et encore que je crois que si je comprends bien, c'est pas complètement un film américain non plus, quoi. Voilà. Mais bref, voilà, à oublier sans doute. voilà. Après, si Et je peux me vas-y, permettre, on a eu vas-y. une très bonne conclusion. C'est que tu peux avoir Mario et Mario. Ça prouve bien qu'on peut adapter. C'est vrai. Et sans transition, on passe aux recommandations de la semaine. Romuald, honneur. Alors moi, j'avais envie de recommander ça. Alors, si vous devez Hmm. lire Senseiya, les Chevaliers du Zodiac, alors, eh ben, il y a des Français qui se sont lancés là-dedans. Et je suis pas du tout en face de la caméra. Si, c'est bon. Et c'est très très bien. Et avec mon De Jérôme personnage Alquet. préféré, ouais, voilà. Et on peut retrouver un peu ce qu'on avait dit parfois. Ça ressemble un peu à l'animé dessiné, mais je trouve que c'est bien fait. Et là, je retrouve l'âme. Je trouve que c'est intéressant ce qu'ils ont fait. En plus, en voulant respecter le matériau d'origine. Et moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et j'ai la version collector qui est dure à trouver, mais le reste, voilà, il va avoir 5 tomes. Et je pense que ça prouve qu'on peut travailler sur un matériau. Alors c'est plus facile évidemment parce que ça reste du dessin, mais respecter les choses, voilà, quand on aime. Très bien. On vous mettra le lien dans la description. C'est le Ouais, Senseiya de Jérôme Jérôme Alquier et Alquier. Arnaud Delaine. Ouais, j'ai mis, Et Arnaud, j'affiche la page si tu veux. Donc Voilà, j'espère que j'ai voilà, pas donc. payé la priorité à Greg. aux éditions Cana. Non, 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 Ouais, pas de Non, non, c'est problème. bon. D'ailleurs, On montre ta merci encore. recommandation. J'ai une personne de grande qualité qui m'a offert ça pour mon anniversaire et c'était très très cool. Et donc on a. Moi, je m'attendais pas à recommander ça parce que j'avais un livre à côté de moi, mais je le garderai pour la prochaine fois parce que on a beaucoup parlé des musiques. En ce moment, il y a la chaîne Inori Music qui réenregistre et qui diffuse. Attention, ouais. Ah, je t'ai perdu, Greg. J'ai perdu ton Ah, son. Ah, c'est bon? d'accord, Ah, c'est parce c'est que bon. t'as basculé sur la vidéo YouTube. Je pense que ça a perdu ton son au passage. D'accord. Et là, c'est bon maintenant, vous Oui, m'entendez? c'est bon, c'est bon. Ok. Donc voilà où on voit un orchestre en train d'enregistrer alors c'est un tout petit peu adapté parce que des fois il y a des choses qui étaient jouées au synthé par exemple qui là sont jouées en live, donc il y a forcément des parties pris d'orchestration. Mhm. Mais voilà, moi Alors, en plus elles sont accessibles sur c'est Gérard Porry qui produit Nori Music. Il faut savoir qu'il a les partitions originales qui lui ont été... Gérald, c'est ça, non? Gérard Porry, qui lui Gérard, a... d'accord, ok. Gérald, pardon, Horry. Qu'est-ce que je dis? Qui Mhm. a les partitions originales qui ont été transmises par Seiji Yokohama. Mhm. Et donc, il a les annotations dessus. Et forcément, il y a toujours un décalage entre ce qui avait été écrit à l'origine et ce qui avait été enregistré ensuite pour la série. Donc, lui, il avait la version écrite pure. Et donc, après, il y a une nécessité de refaire des adaptations. Voilà. Mais je crois qu'on pourrait l'inviter à l'occasion dans une émission pour qu'il en parle plus longuement. Dans une prochaine adaptation, on l'espère, Donc, réussie de Senseiya. Voilà. donc je recommande effectivement donc la chaîne YouTube là, sur laquelle je diffusais les images. Et puis sachez qu'elles sont également écoutables sur la chaîne Inori Music, mais elles sont renvoyées vers Seiji Yokoyama. Donc sur Spotify et sur les bonnes plateformes de streaming musical. Alors, ce sera pas ma recommandation, mais je fais une petite transition. Voilà. Ça, c'est Mm. ce qu'a produit Inori Music. Des très beaux CD Sérénade. collector. Là, c'est World of Seiji Yokoyama, pardon. Il n'y a pas que Senseiya, il y a aussi Captain Harlock et d'autres, voilà. Mm. Et donc, je termine
l'émission avec ma recommandation de la semaine. Je continue mon petit tour des séries de Paramount Plus que je vous recommande depuis 3 émissions désormais. Ma recommandation cette fois-ci, ce sera la série Yellowstone avec Kevin Costner, série en 2 saisons, qui montre en fait une famille de cow-boys avec de grands propriétaires terriens qui se retrouvent face à des personnes qui veulent construire des hôtels sur leur territoire, etc. Ils se retrouvent aussi face à face avec des Indiens, tout simplement, qui veulent racheter leur terre d'origine. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a un triptyque à la fois, on a les Américains, on va dire classiques, un peu très républicains avec le Stetson, etc. De l'autre côté, on a les propriétaires qui veulent faire construire des quartiers, des hôtels, etc., pour bétonner à fond à la place de leurs terres. Et enfin, on a les Indiens qui veulent récupérer leurs biens et pour qui le seul moyen d'y arriver, finalement, c'est de racheter une parcelle, une autre parcelle, l'État et pourquoi pas le pays entier. Voilà. En tout cas, je vous remercie énormément, Romuald, déjà d'avoir passé cette émission en notre compagnie. On te retrouvera très prochainement pour parler de comics à nouveau. Voilà. Greg, merci, malgré ton emploi de temps surchargé, d'avoir fait ces 2 émissions de suite aujourd'hui. Bah, écoute, Voilà. c'était avec grand plaisir. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Voilà. Et quant à moi, je vous dis donc à dimanche prochain avec Greg et d'autres invités, ou je ne sais pas encore, on verra, pour un nouvel épisode, le 73e du Café Multiverse. Ciao, ciao. Bye! Aïe.